Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Anne-Laure Daniel, je suis la directrice du développement et du marketing chez Adequancy pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et aujourd'hui, on vous reçoit chez Adequancy. On est en présence de Sandrine Martin. Bonjour Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'accueillir Sandrine avec nous pour l'avant-dernière session expérience de l'année. On a un très beau thème aujourd'hui autour du LBO et comment intégrer un nouvel actionnaire, quelle posture adopter, quelle posture attendre de son investisseur tout au long de la vie du LBO. Avant ça, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence. Vous êtes encore un petit peu en train d'arriver, c'est normal, on a l'habitude. On attend une grande audience aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je rappelle les petites règles. Je vous remercie de bien garder vos micros fermés. Voilà, pour qu'on puisse s'entendre. Vous avez la conversation pour poser toutes vos questions au fil de l'eau. On vous invite à le faire. Surtout, allez-y à fond. On les compile toutes et on les traitera à l'issue de notre interview. Donc, rendez-vous dans 40 minutes pour échanger. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Il y a l'équipe derrière qui est là en modération pour vous répondre si vous avez des besoins particuliers. Voilà. On se lance. On se lance. Je vais juste m'assurer que mon téléphone soit sur silencieux. Bon, génial. Alors, je vais vous présenter, même si je sais que certainement la grande majorité aura déjà fait sa petite enquête pour découvrir qui vous êtes. Non, on est ravis de vous accueillir. Depuis 2015, Sandrine, vous êtes la directrice générale de Botanica. À la suite de l'alliance stratégique qui a donné naissance à Osmaya, vous occupez depuis 2021 le poste de directrice générale adjointe et directrice de la RSE du groupe. C'est un groupe européen de référence dans la valorisation des espaces naturels. Exactement. Très connecté au vivant. Exactement. Alors, vous pilotez la marque Osmaya et assurez la consolidation des engagements RSE et ESG pour toutes les entités du groupe, que ce soit en France ou à l'international. Tout ceci de façon harmonisée, bien entendu, vous allez vous raconter. En parallèle de vos fonctions exécutives, vous siégez dans divers conseils de surveillance et des comités stratégiques pour des PME et ETI. Et ce sont des expériences-là aussi que vous allez partager avec nous, parce que ça fait plus de 17 ans que vous travaillez à la gestion de structures sous LBO. Exactement. Super. Vous avez participé notamment à 4 levées de fonds, donc vous comprenez bien l'importance d'aligner les intérêts des actionnaires et de l'entreprise. Tout à fait. Je vous remercie d'être venu partager votre expertise en structuration stratégique et en intégration extra-financière. On va parler un petit peu de l'extra-financier aussi, donc ce n'est pas le cœur de notre intervention aujourd'hui, mais on ne peut pas passer à côté. Non, on ne peut plus passer à côté. Il faut qu'on va se lancer. On y va? N'hésitez pas à nouveau à poser vos questions en direct. On est là pour vous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez, avec vos mots, revenir un petit peu sur votre parcours et notamment comment vous en êtes venu à travailler avec des actionnaires sous LBO? Alors oui, effectivement. Alors, donc moi, je suis à la fois directrice générale de Botanica, qui est ma structure d'origine, puisque j'y suis entrée en 2001, et je suis désormais directrice générale adjointe de Osmaya, qui est le numéro 2 de l'espace vert en France, donc 1700 collaborateurs, 205 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, en France et à l'international, en Suisse et aux Pays-Bas pour le moment. Nous travaillons, je travaille moi personnellement avec des fonds d'investissement à la fois minoritaires puis depuis 2021 majoritaires, depuis effectivement un peu plus de 17 ans. L'arrivée d'un fonds, nous, on a eu notre première levée de fonds en 2006 et à l'époque, le sujet, c'était de pouvoir financer une innovation. Parce que, comme on le sait, quand on fait appel à des LBO, il faut savoir pourquoi on fait appel à ce LBO. Donc, la première levée de fonds en 2006, c'était pour servir la croissance d'une innovation, qui était une innovation dans le milieu de l'arrosage automatique, avec une solution qui était brevetée, qui s'appelle Isis Control. Et puis, on a ensuite enchaîné, donc on avait un actionnaire minoritaire en 2006, puis ensuite on a enchaîné avec une autre levée de fonds en 2009. Là, dans ce cas-là, c'était pour servir la croissance externe de l'entreprise et pouvoir engager un processus d'acquisition. Et on a enchaîné 2009, 2014,
2018 et ensuite avec une sortie d'un des fonds, donc pour le moment tout en minoritaire, mais avec 4 fonds différents. 2018, on a eu un fonds qui est sorti. 2021, l'ensemble de nos fonds devaient sortir et c'est là qu'on s'est posé la question au sein de Botanica si on faisait une autre levée de fonds ou si on s'alliait à un autre géant de l'espace vert qui était peint son paysage. Et on a décidé de faire cette alliance pour créer Osmaya et qui est aujourd'hui géré par un fonds d'investissement majoritaire et qui nous accompagne et qui est sorti en 2024, mais qui est revenu puisque l'aventure le convient et lui plaît et ça donne finalement des ailes aussi à l'entreprise de savoir qu'un actionnaire reste et confiance. Exactement, au-delà de 4-5 ans. Voilà. Donc, toute cette vie de LBO, c'est aussi un certain nombre de directeurs d'investissement différents. Et puis, c'est un certain nombre de fonds d'investissement qui cohabitent aussi autour de la table du conseil. Et donc là, il y a un vrai sujet de confiance et de communication avec ces. Voilà. Super. Alors, en tant que dirigeante, quelle importance vous accordez à la préparation, à l'accueil d'un nouveau fonds? Alors, avant l'accueil du fonds, et surtout quand c'est une première fois, la vraie question, c'est aux dirigeants de se la poser. C'est-à-dire que pourquoi il va faire appel à un fonds d'investissement? Est-ce qu'il souhaite qu'il soit minoritaire ou majoritaire? Et qu'est-ce qu'il veut apporter à l'entreprise? Et cette réflexion qu'a le dirigeant au moment de se lancer dans cette aventure, il doit aussi pouvoir projeter son entreprise et ses équipes de façon à ce que quand la concrétisation de tout le process avant de pouvoir avoir un accord avec un fonds, tout le pré-deal soit efficace. Il faut que les équipes, en tout cas la garde rapprochée du dirigeant, soient la mieux préparées, qu'elles comprennent la vision au-delà des termes du fonds d'investissement, pour qu'elle puisse se projeter dans cette nouvelle aventure et s'ancrer dans ce nouveau projet. Donc ça, c'est très important parce que les opérations de levée de fonds, c'est assez oppressant et anxiogène. Donc l'équipe de direction doit vraiment être au courant, en tout cas, de la grande ligne et de la grande réflexion du dirigeant. D'accord. Il y a des étapes en particulier que vous respectez à chaque fois? Vous avez un petit peu une méthode pour préparer l'accueil d'un nouveau fonds? Alors, la méthode, ça dépend bien sûr de chaque opération. Il y a quand même quatre piliers assez importants. Le premier, c'est de bien communiquer. C'est-à-dire que le dirigeant, il doit bien communiquer avec ses équipes, il doit aussi bien communiquer avec le fonds et avec l'équipe de gestion qui va suivre la ligne durant le parcours. L'étape qui est également importante, c'est de planifier. C'est-à-dire qu'on planifie le deal se fait, la signature est faite, et puis ensuite avoir quand même des rendez-vous assez réguliers sur les premiers mois du partenariat avec l'actionnaire, de façon à être certain d'être bien aligné sur ce qui a été proposé dans la phase, on va dire, un peu de séduction, et ce qui va être maintenant la vraie vie du partenariat entre l'entreprise et le LBO. Un autre pilier, c'est la structuration. On sait très bien que l'arrivée d'un fonds, même si on a déjà l'habitude de travailler sous LBO, ce sont des méthodes parfois un peu différentes, des cadres des matrices de reporting qui sont aussi attendues, qui sont un peu différentes, et puis un relationnel qui peut évoluer. Donc, de bien structurer les matrices de reporting, les process, de façon à ce que ça soit assez fluide dès les premiers mois de l'accueil de l'actionnaire, en tout cas de ce partenariat. Et puis, quelque chose d'essentiel, mais qui se fait au cours de tout ce projet, c'est d'allier toutes les équipes au projet, c'est-à-dire la garde rapprochée du dirigeant, son COMEX, toutes les fonctions qui vont être stratégiques pour la croissance de l'entreprise, que ce soit la finance, généralement elle est intégrée dès le départ, mais les services RH avec la DRH, les services informatiques, pourquoi pas si on est sur un secteur plutôt exactement, le directeur juridique, en tout cas tout le COMEX doit être associé à ce projet et avoir vraiment une alliance assez fédératrice, collaboratrice et solidaire au sein du COMEX
pour justement ensuite pouvoir dérouler le parcours avec l'actionnaire. Donc, on balaye l'idée reçue que ça va faire du DAF. Et qui reviendra avec le nouvel actionnaire. Le DAF, ouais, en fait, le DAF, il a déjà beaucoup de pression, puisque le reporting financier, on le sait, c'est très, très important. Ouais. Donc, si le DAF peut partager sa pression, en tout cas, que ça soit une vraie affaire d'équipe, c'est tout autant bénéfique et c'est assez vertueux pour l'entreprise en règle générale. Et ça peut être un moment très structurant, du coup, aussi, pour le collectif de votre côté. Exactement, c'est un moment très structurant. Exactement. Super. Alors, on a bien parlé de la préparation. On a pas mal de thèmes qu'on a préparés pour vous. On va passer sur vraiment la phase d'intégration et surtout qu'est-ce qu'on attend comme posture de son fonds dans la vie de l'entreprise. Donc il y a la relation avec le fonds. Vous en avez un petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on aille approfondir un petit peu sur comment on construit une relation de confiance avec son fonds. On a beaucoup parlé de comment on clarifie les attentes, les objectifs. Pour prendre le bon départ. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et peut-être nous illustrer de quelques exemples des départs que vous avez pris? Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Il y a toute cette phase avant le LBO qui est une phase extrêmement stressante, mais des deux côtés, puisque le fonds souhaite aussi faire le deal, et il est en compétition, et puis le dirigeant il ne sait plus quoi choisir, et puis il y a des sujets de valorisation, etc. Donc il n'y a pas de recette miracle. Ceci étant, ce qu'il est important de faire, à mon sens, avant même, et on a fait plusieurs fois ce processus et cet exercice, c'est que avant de s'engager avec un actionnaire, c'est d'être certain que la vision commune soit vraiment partagée. C'est-à-dire que évidemment que l'actionnaire, qu'il soit de court terme, du moyen terme ou de plus long terme, comme on voit les nouveaux fonds qui arrivent, il faut être certain que la vision, elle soit bien partagée entre le dirigeant et son partenaire. Ensuite, ce qui est important et ce que l'on disait, c'est encore une fois d'allier les équipes, qu'elles puissent se projeter dans cette aventure et qu'elles puissent sentir les opportunités de carrière qu'elles peuvent générer grâce à cette aventure. Alors, quelles questions on pose à son investisseur au départ quand on commence à construire tout ça, on lui demande quoi? Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? Alors, moi, je suis administratrice indépendante par ailleurs. La question que je pose souvent aux dirigeants dans ces cas-là, c'est pourquoi un LBO? Pourquoi? Où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise? Quel est l'impact de ce partenariat? Est-ce qu'il est minoritaire? Est-ce qu'il est majoritaire? Est-ce que, au contraire, vous voulez avoir plusieurs fonds à votre table parce que vous estimez que c'est une étape importante pour la vie de votre entreprise? Donc, vous souhaitez avoir des points de vue différents pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider. Ce sont des questions très, très importantes avant même de choisir son actionnaire, mais presque avant même d'entrer dans ce processus de recherche d'un actionnaire. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on est clair, on sait pourquoi on fait le LBO, et a priori, on y va. On a pour venir, mais on pose quelles questions, du coup, sur les objectifs de la relation, sur comment on avance ensemble? Le deal est fait? Ouais. Ok, le deal est fait. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de se poser juste post-deal et d'écrire la feuille de route. C'est-à-dire que généralement, quand on fait le deal, ok, le BP, il est établi, les grandes lignes, chiffre d'affaires, croissance externe ou innovation si on est dans un autre secteur, EBITDA bien entendu, l'idée de valorisation du groupe à l'issue de la période du fonds. Ça, c'est souvent assez clair. Ce qui l'est moins, c'est comment on va structurer l'entreprise, comment on va investir et innover dans l'entreprise pour arriver à cet objectif. Et c'est important de se poser, de savoir quel va être le rôle de l'actionnaire, du partenaire. Encore une fois, il est différent s'il est minoritaire ou s'il est majoritaire. Quel doit être son impact pour l'entreprise ou la visibilité qu'il souhaite donner à l'entreprise. Quelles sont ses attentes aussi à cet actionnaire? C'est-à-dire que d'être assez clair dès le départ sur si son rôle va être un rôle de support ou un rôle plutôt intrusif
ou plutôt assez dormant parce que ça convient aussi parfois, parce que les dirigeants souhaitent avoir la mainmise sur la gestion. Donc ça, c'est assez important de bien retracer ça. Et ce qu'il est important également de faire, encore une fois, il n'y a pas de recette, mais si on peut instaurer ce dialogue dès le départ, c'est très important, c'est de reposer aussi les valeurs de l'entreprise pour ne pas les perdre tout au long de ce parcours avec le LBO. L'engagement, c'est-à-dire les engagements de l'entreprise, parce qu'une fois que le cycle de l'actionnaire sera passé, il ne faut pas que l'entreprise ait perdu son âme. Il ne faut pas que les collaborateurs de cette entreprise se disent « Ah là là, on a fait 4 ans, on a fait 5 ans, c'est un carnage, et qu'est-ce qu'on devient maintenant ?» Donc, les valeurs, l'engagement, bien se reposer sur la raison d'être, est-ce qu'on est bien en accord sur ces sujets-là. C'est important parce qu'on va décider avec les actionnaires de mots. On va réétudier les mots qui sont utilisés. Donc, vous regardez votre raison d'être et on la rediscute. Vous la rediscutez. On évite de la changer. Parce qu'on a cette entreprise avec nous, tous les collaborateurs, donc on ne la change pas. On la définit. Mais voilà, on repose chaque mot parce qu'en cas de perturbation ou de grande crise, ce sont les mots qui vont être importants. Et les mots ont un sens assez... C'est crucial, en fait. Hein. C'est primordial. Si on dit que dans une des valeurs, il y a la bienveillance, alors, quand on est même en grande période de crise économique, n'oublions pas qu'on avait cette valeur de bienveillance. Donc, et ça se fait... Dans le planning, je dirais que ça se fait assez rapidement. C'est-à-dire que comme on repose les choses un peu plus financières, on repose la feuille de route et de l'engagement que le partenaire prend aux côtés du dirigeant pour emmener l'entreprise là où chacun souhaite qu'il aille. Et en fait, l'idée, c'est que le LBO, il est une étape dans la vie de l'entreprise. C'est un tremplin dans la vie de l'entreprise. Donc, c'est bien ce qu'il faut remettre dès le début de la relation et de la collaboration. Et on peut parler de ses attentes à son fond aussi. On met le fond là où on l'attend. Exactement, exactement. Cette discussion sur des sujets de structuration, c'est aussi de dire on s'est choisi, voilà, on s'est choisi, donc vous m'aviez proposé un certain nombre de services ou d'aides ou de supports ou de guides. Qu'en est-il? Quel est le canal de communication pour les obtenir? À quel moment on peut solliciter, etc. Donc les rôles, c'est ça, le rôle du fonds, les attentes du fonds et les attentes du dirigeant vis-à-vis de son partenaire. Alors on a un petit peu parlé, mais est-ce que c'est le moment là d'intégrer les objectifs extra-financiers? Est-ce que c'est fait en amont du deal? Est-ce que c'est fait là? Et comment on en parle? Parce que ça reste encore un petit peu fluctuant d'un fonds à l'autre. Exactement. Ouais. Alors, bon, il y a effectivement la réglementation qui nous aide un peu, hein, et puis moi j'en fais aussi, c'est plus qu'une passion, hein, la RSE et l'ESG. Quand on reparle des valeurs et des engagements et de la raison d'être, obligatoirement en découlent tous les sujets RSE. La CSRD, elle vient comme un élément aussi très structurant, pour lequel il faut mettre des moyens pour la servir. Donc on en reparle. Dès le début, on en reparle. D'accord. C'est pas quelque chose qui doit être mis de côté. Il faut s'assurer que le fonds actionnaire est bien en accord aussi avec ses objectifs extra-financiers et que c'est bien ça aussi qui va servir la durabilité de l'entreprise, son impact et sa pérennité aussi à long terme. Chez Osmaya, vous avez des objectifs extra-financiers? Oui. Vous êtes avec les investisseurs ou c'est vous parce que vous êtes très engagé et que vous avez cette vocation? Alors, en fait, Osmaya, c'est le regroupement de 2 grands groupes au point de départ et ça fait plus de 30 entités juridiques. Donc, elles ont toutes un ADN, des bonnes pratiques et on a harmonisé tout cela pour pouvoir avoir déjà le nom Osmaya qui est cette marque ombrelle auquel tous les collaborateurs peuvent désormais adhérer et ça donne un projet et donc ça sert les ambitions du groupe. Et on se sert de ces objectifs extra-financiers comme des grands projets transverses. Donc, ce sont des projets qui cassent les hiérarchies, qui permettent
d'embarquer des collaborateurs et les parties externes, les parties prenantes externes, qui fait que tout ça, c'est assez vertueux encore. Donc, il y a effectivement des objectifs qui sont des KPIs très clairs qui sont définis avec le fonds. Ça, c'est normal. Ça peut servir aussi les indicateurs du fonds d'investissement. On a nos indicateurs internes qui permettent aussi de donner de la durabilité à notre politique. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont là aussi pour servir les partenaires financiers, d'autres actionnaires. Ouais. Ok. Alors maintenant, si on se focus un petit peu plus sur le board et la relation avec le board, vous êtes co-administratrice par ailleurs de plusieurs entreprises, comment on travaille cette relation de confiance au sein du board, qui n'est pas toujours évidente, et comment on évite de se sentir un peu seul aussi face à son board? Alors, il y a deux choses qui sont importantes, c'est la communication et la compréhension, à mon sens. Même dans les moments de crise, il ne faut jamais couper le dialogue avec le partenaire. Le dirigeant, il doit toujours continuer de discuter et de dialoguer avec le fonds, parce que ça amène aussi de la confiance, c'est-à-dire que ça prouve la transparence du dirigeant face à des situations plus ou moins sympathiques. Et la posture du partenaire financier, dans ce cas-là, du fonds d'investissement, ça doit être une position de compréhension, c'est-à-dire d'observation, de guide et surtout d'encouragement. Le dirigeant, il doit bien se rendre compte que l'actionnaire, il n'est pas dans l'entreprise et il n'est pas non plus de l'entreprise. Donc, il ne comprend pas forcément toute la culture, il ne le vit pas au quotidien. La plupart du temps, il voit des chiffres de façon mensuelle et il faut qu'il se fasse une interprétation avec des chiffres. C'est compliqué. Ouais. Donc, le dialogue doit se faire autour d'une table de conseil, évidemment, et elle doit être la plus fournie possible. Voilà, la plus fournie possible pour que s'installe un vrai climat de confiance, de fiabilité et de partenariat, de collaboration entre les deux. Alors, comment vous gérez après avec vos salariés aussi, parce qu'ils vont forcément aussi être impactés par cette nouvelle aventure qu'est le LBO. Oui. Donc, aujourd'hui, comment vous gérez cette communication auprès du reste de l'entreprise, au-delà de juste la partie CODIR qui est en relation avec le board? Alors, si les étapes précédentes que l'on a un peu vues tout à l'heure sont bien menées, que le dirigeant a exprimé son ambition pour le groupe. Alors, si c'est le dirigeant fondateur, il a des ambitions à très long terme. Si c'est un dirigeant salarié qui a une mission à établir, c'est de communiquer sur cette vision. On dit toujours la vision, la boussole. En fait, pour tous les collaborateurs, ils ont toujours besoin d'avoir quelque chose une boussole en fait, quelque chose à laquelle ils peuvent se référer. Donc, il faut effectivement allier et encourager les équipes les plus proches pour qu'elles évitent de reporter la pression sur leurs propres équipes et embarquer l'ensemble des collaborateurs. Il est tout à fait possible, et c'est même très favorable à l'organisation, que pendant ces périodes de transition, soit avec le changement d'un actionnaire, soit avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire, de faire appel à des prestataires externes, à des managers, vous savez bien ce qu'il en est, des managers de transition qui vont venir un petit peu tempérer la relation, fluidifier ou peut-être donner un petit peu de confort aux équipes en place pour que chaque équipe puisse prendre l'ampleur de la mission qui les attend, qui puisse être formée. On peut prendre un cas assez concret. Si on fait une levée de fonds pour faire un développement international et qu'on a une personne qui gère le RH qui est plutôt française, avec une connaissance parfaite du code du travail français, et qu'il y a une ouverture dans un autre pays, à un moment, il faut qu'elle soit accompagnée pour passer l'étape sur la transformation. Et ça, c'est très, très important. Les dirigeants doivent bien prendre ça en compte et l'actionnaire également. C'est pour ça qu'à un moment, faire dès le départ, je dirais, du partenariat,
cette réunion un petit peu de feuille de route extra-financière, structuration, transformation, pour dire il nous faudra des ressources externes pour venir nous accompagner à passer la marche, à faire ce jump pour que ça se passe bien. Vous avez souligné la différence entre un dirigeant salarié et un dirigeant fondateur. Oui. Dans la relation avec le board. Oui. Alors, qu'est-ce qui change? Comment on fait quand on est dirigeant salarié? Est-ce qu'on est plus en position de subir peut-être qu'un dirigeant fondateur? Est-ce qu'un dirigeant fondateur a tendance à plus s'accrocher à sa feuille de route qu'un dirigeant salarié? Tout dépend des personnalités. Si c'est un dirigeant fondateur qui fait appel à un actionnaire parce qu'il veut effectivement progressivement laisser son entreprise, il va y avoir certainement des notions de propriété encore très fortes. Ouais. Et en face, un actionnaire majoritaire va aussi avoir envie d'avoir cette propriété. Donc, encore une fois, ce sont des relations qui sont absolument sensibles. Le dirigeant peut trouver du soutien, encore une fois, en externe. Le dirigeant salarié, il est là pour mener à bien une mission. Et il va faire en sorte de la mener très bien. Et parfois, va subir la pression et la reporter sur son COMEX. Donc, c'est son risque. C'est son risque. Donc, c'est tout l'équilibre quand même à trouver avec cette relation avec les fonds. D'accord. Mais je reviens sur le dirigeant fondateur. C'est souvent à eux qu'on pose vraiment la question de savoir pourquoi un LBO et à quelle hauteur le LBO et sur combien de temps, quelle est la durée qu'on souhaite pour ce LBO. Parfait moment pour partir sur la vie de l'organisation sous LBO. Parce que là aussi, c'est un grand changement. Oui. On prend le cas d'un dirigeant fondateur qui a été seul aux commandes pendant de nombreuses années. Il y a une petite révolution qui s'installe. Donc l'idée, c'est comment on fait face à l'injonction de résultats nouvelles et extérieures qui arrivent dans l'entreprise. Alors, je propose de le regarder sous deux angles. Le premier, c'est peut-être à court terme, au quotidien, il y a une exigence de reporting qui est extrêmement structurante dans la vie des équipes. Comment on gère ça? C'est quoi les principaux défis au quotidien pour l'entreprise? Ça, c'est certain que les exigences des fonds sur le reporting, notamment financier, il est extrêmement oppressant. Ouais. Pour toutes les équipes, c'est assez oppressant. Et c'est tout à fait normal d'avoir cette crainte du conseil, la crainte de présenter des chiffres. Donc, c'est très, très oppressant. Mais à la fois, c'est également très structurant. Puisque l'obligation d'être cadré sur des matrices de reporting financier ou extra-financier ou de transformation ou même des objectifs de reporting sur du M&A si on a une politique de croissance externe. C'est aussi très structurant parce que ça oblige les équipes, alors ça oblige les chefs d'équipe, les chefs de service, les DRH, les directions juridiques, les directions IT, etc., de structurer leur propre équipe pour pouvoir obtenir de la data. Donc, on a encore une fois un effet normalement assez vertueux. Ça mobilise les équipes sur une hauteur de vue également. Et puis, ça permet de s'ouvrir, encore une fois, à de l'aide externe pour avoir un angle de vue différent, un prisme différent, et puis s'interroger comment c'est fait ou comment on procède dans des entreprises un peu similaires qui sont passées par la même aventure. Donc, il faut que ça soit bien géré en termes de pression, en termes de moyens à allouer. Outils, méthodes. Voilà. Encore une fois, c'est le rôle de l'actionnaire, de comprendre que pour obtenir ces reportings, il faut structurer les équipes, ou en tout cas leur amener les ressources nécessaires pour qu'elles puissent se structurer et avoir les bons outils pour le faire. Et vous avez l'impression aujourd'hui que les fonds, ils sont conscients de ça, majoritairement? C'est quelque chose qui est intégré dans leur façon de travailler avec leur participation? Alors, bon, moi, j'ai eu la chance. On est entre nous. Hein. J'ai eu un premier fonds d'investissement, ils étaient minoritaires en 2006, des fonds qui étaient extrêmement proches des entrepreneurs et qui étaient là pour
transformer les PME en PME championnes. Donc, un fonds extrêmement encourageant, stimulant, etc. C'est certainement moins le cas sur des fonds qui ont des objectifs très financiers, avec un très court terme et très financier. Ceci étant, même les plus financiers des fonds sont en train vraiment de se structurer avec des équipes de gestion en interne, des opératifs managers, etc. D'ailleurs, dans le magazine Private Equity de ces derniers jours, il y avait un grand article là-dessus sur la transformation des fonds d'investissement. Donc ça se modifie. Mais encore une fois, c'est aux dirigeants de choisir. À un moment, c'est même l'équipe de management, hein, quand il y a les de presse, etc., quand on est en deal, qui ont quelque part un peu leur mot à dire sur le choix de l'investisseur. Enfin, ils peuvent aussi émettre des réserves quant à l'approche du fonds versus la politique et l'ambition de l'entreprise. Il faut le faire. Et il vaut mieux le faire un peu avant, parce que ça permet de peut-être d'éclairer le dirigeant, permet peut-être d'éclairer certaines choses. Et même si c'est ce fonds qui est choisi, la feuille de route, elle peut être un peu décrite un peu différemment. Donc les fonds changent, se transforment, sont plus ouverts, encore une fois, à l'ESG. Donc ça amène aussi des réflexions un peu plus de long terme, en tout cas avec un peu plus d'impact. Et ça, c'est très intéressant. Super. Donc ça, on comprend quand même que ça évolue, hein, ça me plaît bien. Peut-être qu'on a une génération de dirigeants qui sont aussi plus arrivés pour porter ça, qui subissent aussi un petit peu moins l'injonction de résultat, parce que cette injonction de résultat, on peut s'y perdre, on peut perdre de vue l'essentiel. Vous, plus personnellement, comment vous vous armez pour pas perdre de vue l'essentiel? Moi, ce que je dis, ce que j'ai toujours dit aux équipes, c'est que en premier, le COMEX ou les managers clés, ils servent l'entreprise. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va durer? C'est l'entreprise. Et si on considère l'entreprise comme un bien commun, donc les gens, les collaborateurs y travaillent, les parties prenantes externes attendent aussi un service, encore plus dans notre domaine d'activité. Donc, on se doit de servir l'entreprise. L'intérêt des actionnaires, bien évidemment, il faut que ça soit gagnant-gagnant, mais il faut faire en sorte que l'intérêt de l'actionnaire soit un jalon de l'impact de l'entreprise. Si on a ça en tête, on ne perd pas de vue le long terme. On sait qu'on doit servir l'actionnaire, ça c'est très clair, mais on sert l'actionnaire pour servir l'entreprise. Et ça permet quand même de garder au sein même de l'équipe de dirigeante un ancrage fort sur les valeurs de l'entreprise et ce que l'on veut en faire. Et parfois, quand il y a un peu des dérives ou même des grosses perturbations, comme ça peut arriver, de dire on sera où dans 10 ans? Vous avez raison, donc vous reposez régulièrement le projet de l'entreprise pour que ça reste le cœur de la conversation avec votre client, votre COMEX. Exactement. On n'occulte pas ce qu'ils attendent, hein. Mais le vrai sujet, c'est on va les servir et de toute façon, le LBO, c'est un outil, mais c'est un outil finalement très structurant, comme on le disait. Ça structure les process, ça structure les reportings, ça structure les équipes, ça fait grandir les équipes aussi si elles sont accompagnées et si on leur permet d'être accompagnées. Donc tout ça, c'est très bénéfique pour l'entreprise. Ouais. Ça crée un langage commun en fait. Ça crée un langage commun. Ouais. Super. Après, tout dépend encore une fois de son partenaire, de l'actionnaire que l'on choisit. Mais si c'est très bien dosé entre les intérêts de l'actionnaire, l'impact de l'entreprise, les intérêts des parties prenantes internes, l'aventure, elle peut être formidable. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé du monde idéal et de ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. C'est super. Est-ce qu'on peut se donner un petit peu de temps juste pour parler un petit peu des écueils, des erreurs qui arrivent, qui sont commises soit du côté des fonds, soit du côté des dirigeants? Qu'est-ce qui peut amener justement, soit à prendre un mauvais départ, soit à mal gérer sa relation, soit à se mettre dans une situation qui devient plus difficile à supporter sur le long terme? Est-ce que vous avez quelques exemples en tête? Oui,
effectivement, ça peut arriver, et ça arrive, hein, ça c'est certain. D'où ça peut venir? Ça peut venir, alors souvent ça vient quand il y a un fondateur en fait, qui cherche un partenaire ou quelqu'un qui veut reprendre une entreprise ou enfin en tout cas se lancer dans une nouvelle aventure. En fait, vraiment la question, et je me disais tout à l'heure, c'est pourquoi on cherche un partenaire? Et du même angle que l'actionnaire, c'est pourquoi j'aimerais être, comment dire, entrer dans l'aventure de cette entreprise. Pour quelles raisons? Et cette question, elle est essentielle des deux côtés parce que les fonds d'investissement doivent aussi avoir quelque part une ligne de conduite, un fil rouge, choisir des entreprises qui vont être en harmonie avec leur propre philosophie, leur propre raison d'être, leur propre mission. Si ça, c'est un peu décousu, ça ne va pas marcher, en fait. Si l'objectif, c'est la valorisation immédiate ou à court terme de l'entreprise, ça va être compliqué. On perd des collaborateurs en cours de route, on oppresse et on stresse un COMEX, on ne satisfait pas l'actionnaire qui croyait en un BP, et on peut avoir des dirigeants qui prennent pas garde à la solitude et qui se retrouvent complètement submergés par tout ça. Donc, oui, on peut arriver à des situations de détresse. Exactement, on peut arriver à des situations de détresse. Vraiment. Donc, c'est peut-être le monde idéal, alors, comme vous le dites, mais en fait, ce monde idéal, il peut exister s'il est bien préparé. Ouais. S'il est bien préparé. Ça, c'est très, très important. On voit aujourd'hui beaucoup de startups qui partent en disant « je vais faire une levée de fonds ». Mais une levée de fonds, c'est un parcours avec un partenaire presque au quotidien. Donc, pourquoi une levée de fonds? Pour faire de l'innovation, pour faire de la structuration, pour avoir un impact, pour emmener son entreprise à 20 ans, etc., etc. Parce qu'on va choisir le fonds qui correspond à notre philosophie. Et dans le questionnement, il faut toujours se demander, est-ce qu'on peut le faire sans le fonds? Il faut se poser la question également, ouais. Ouais. Ou en tout cas, se poser la question, c'est de savoir s'il est minoritaire ou majoritaire. Si je prends un fonds ou si j'en prends plusieurs. Est-ce qu'on équilibre aussi la table du conseil? Là, ça devient un vrai stratégie. Et oui, c'est important. Mais l'entreprise, c'est de la stratégie. C'est un genre d'échec. Il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions. Alors, pour un peu résumer tout ce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de choses. Peut-être pour y partager peut-être 3 principaux apprentissages que vous avez retirés de vos expériences sur LBO. Alors, mes expériences et puis aussi celles des dirigeants que j'ai côtoyés, que j'accompagne. Le premier, c'est ce que l'on disait, c'est que c'est structurant. Et il ne faut pas craindre en fait de le faire. Ça bouscule les équipes, ça bouscule beaucoup de choses, même l'état d'être du dirigeant. Mais c'est structurant. Donc, faut pas s'affranchir si on a la possibilité, si c'est bien étudié, de le faire. Le deuxième point, c'est que c'est structurant, ça permet de réfléchir profondément sur la vision et l'impact que l'on veut donner à son entreprise. Et donc, ça amène aussi la réflexion sur l'équipe, puisque un fonds va investir, enfin, va se rapprocher d'une entreprise pour la réalisation de sa prestation, en tout cas son cœur, mais va également choisir une équipe dirigeante. Et cette équipe dirigeante, ce COMEX, en tout cas, qui doit faire le parcours que va demander l'actionnaire, elle doit être très bien structurée, intellectuellement, prête à faire ce passage. Et donc, il y a une vraie étude de l'organigramme à ce moment-là. Et ça, pour un dirigeant, c'est aussi très enrichissant de se dire, est-ce que la garde rapprochée que j'ai, alors je parle de garde rapprochée, mais c'est les managers clés en fait, est-ce que
je les forme, je les prépare, comment je les prépare, est-ce qu'ils ont envie de cette carrière, est-ce qu'ils ont envie de se projeter dans cette aventure, etc. Donc il y a aussi ce moment assez intimiste avec son équipe très proche. Et puis le troisième point, c'est de ne pas se sentir seul, en fait. On parlait de solitude, voire de détresse. Il existe aujourd'hui, et c'est formidable ce qu'il existe ça c'est très démocratisé, hein, le manager de transition, le consultant historiquement, etc. Et ça aussi, c'est important parce que l'entourage interne et externe du dirigeant est primordial pour la réussite de l'entreprise. Donc, il y a vraiment ces trois choses. Un, le fait que ça soit structurant, le fait de réfléchir sur l'équipe qui va accompagner l'histoire et de se dire, je ne suis pas seule et j'appelle à l'aide, enfin à l'aide à la décision, à l'aide à la réflexion, à l'aide à l'accompagnement, ou tout simplement à l'aide à la prise de hauteur et d'air parfois. Alors, vous avez beaucoup de l'équipe, en fait, hein, c'est bien rapproché. Alors, nous, ici, on a beaucoup de managers de transition qui rentrent, qui intègrent les gardes rapprochés en cours de route. Alors, quel conseil vous pourriez leur donner en tant que manager de transition quand ils vont rentrer dans des entreprises sous LBO? Quelle est l'importance pour eux de comprendre, de se positionner dans ce contexte particulier? Effectivement, c'est très particulier parce que soit ils sont classés par le fonds, donc ils ont plutôt la réputation de l'œil de Moscou, donc c'est pas facile. Soit ils sont effectivement intégrés par le dirigeant et ça peut venir frustrer une direction qui est déjà en place. Donc leur intégration est très importante. La façon dont on va présenter un manager de transition à une équipe, c'est très important. Et en fait, c'est une personne qui n'est pas de l'entreprise, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, mais elle n'est pas de l'entreprise, donc elle n'a pas cet ADN qui est tatoué, et puis elle n'est pas non plus dans l'entreprise. C'est-à-dire que parfois, on a des managers de transition qui sont un peu à temps partiel, donc c'est pas simple. Le conseil, c'est de s'approprier très vite les valeurs de l'entreprise. De revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, revenir à l'engagement de l'entreprise, à son impact, à ce que veut le fonds, mais à ce que doit devenir aussi l'entreprise, de façon à avoir le discours le plus neutre possible. Disant, je sers le projet. Je sers le projet. OK. Vous avez une première étape qui est cette valorisation à horizon 5 ans. On va mettre en place les choses pour y arriver. Et puis, n'oublions pas que on mène aussi une action à impact sur le projet dans sa globalité. Donc, concrètement, on arrive en poste, on peut demander aux dirigeants, vous en êtes avec votre actionnaire, ça se passe bien, la relation est saine, etc. Et on est par rapport à la feuille de route. Exactement. En toute transparence, de toute façon. Enfin, le manager de transition, il est là pour accompagner, pour faire grandir. Pour faire grandir l'entreprise, les équipes, faire grandir peut-être le fonds aussi, parce que peut-être que le fonds n'a pas eu la sensibilité de tout ce qui pouvait se passer dans l'entreprise. Donc non, il faut être assez clair, il faut être à sa juste place, pas trop intrusif, mais avoir. Et le manager de transition doit aussi avoir sa feuille de route, hein. C'est-à-dire que pour amener les choses, il doit se dire j'ai une mission de 6 mois et en 6 mois voilà le rétro-planning. Il doit aussi amener, en fait, pour être totalement intégré à l'équipe, il faut qu'il prouve qu'il va amener de la valeur ajoutée. Donc c'est important qu'il se positionne comme un intérim, mais à forte valeur ajoutée. Ça, c'est important. Et qu'il apprenne des choses, surtout, qu'il apprenne les choses aux équipes. Super. Petit mot de la fin. On comprend quand même que pour vous, LBO, c'est une opportunité quand on sait pourquoi on y va. Oui. Hein, c'est ça. Pourquoi c'est quoi la plus grande opportunité que porte le LBO pour l'entreprise? C'est l'accélération. C'est l'accélération. C'est pour ça qu'il faut absolument être dans la même vision d'accélération. C'est de l'accélération, c'est de la transformation, c'est aussi une ouverture sur un monde qui est plus financier, donc avec des ambitions qui peuvent être portées aussi ensuite par d'autres partenaires. C'est l'opportunité d'avoir de l'impact, de financer son impact, de ne pas galvauder le mot impact, d'avoir une vraie utilité pour
face aux défis qu'il y a aujourd'hui. Donc non, c'est une très très belle opportunité, c'est très très bien. Et il faut la saisir si on sait pourquoi on le fait. Super. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup. J'ai vu les questions arriver un petit peu au fil de l'eau. Donc, je les ai pas encore toutes redécouvertes. Donc, je vais le faire avec vous en live. On a un quart d'heure pour aborder ces questions. Je rebondis sur la dernière parce qu'elle est vraiment liée à ce qu'on vient de se dire sur la place du manager de transition. Et je pense que c'est une question qui est importante pour nous tous. Vous la voyez à l'écran, hein. Je la lis pour tout le monde en tant que manager de transition missionné par l'actionnaire. Ça, c'est vraiment une situation très particulière, hein. Nous, vous savez, on travaille beaucoup avec les fonds qui font appel à nous pour venir vous chercher, pour accompagner leur participation. Et effectivement, vous trouvez face à un codir qui a des points de vue différents de l'actionnaire et vous vous retrouvez un peu comme un intrus au lieu de la relation. Est-ce que c'est le rôle du fonds de les accompagner plus particulièrement sur leur positionnement dans la mission quand c'est eux qui sont à l'initiative? Est-ce que ça peut bien se passer ou est-ce que c'est forcément vu comme l'œil de Moscou, il faut faire avec? Non, mais là, dans la question que vous venez de lire, il y a un sujet déjà que le CODIR ne semble pas être en accord avec le fonds. Ouais, c'est le cas, on va chercher un manager de transition parce qu'on n'est plus en confiance. Voilà. Ouais. Donc, le premier rôle dans ce cas-là du manager de transition, c'est de faire en sorte, encore une fois, si elle a été établie, cette feuille de route, qui est au-delà du financier, c'est de dire, voilà ce qui était attendu. Et le manager de transition, il peut très bien aussi avoir un rendez-vous très cadré avec l'actionnaire et le dirigeant en disant, OK, voilà la mission. Moi, j'accepte cette mission. Vous êtes bien d'accord sur les grandes lignes. Maintenant, on fait un CODIR spécialement pour remettre en place cette relation. On parlait de perturbation, on parlait tout à l'heure de gestion de crise ou autre. Le CODIR, il est en feu au quotidien. Donc parfois, l'actionnaire est sympathique, mais il arrive un peu au mauvais moment. Quand il demande son reporting, c'est pas le moment. Quand il fait des réflexions, c'est pas le moment, parce qu'on fait déjà les équipes sous pression, etc. Donc le manager de transition, moi, je lui donne tout le crédit pour dire, faites une réunion spécifique à votre arrivée. Il faut la solliciter par le dirigeant plus que par l'actionnaire, pour bien redéfinir pourquoi je suis là, pourquoi j'ai été mandatée, qu'est-ce que l'on va faire ensemble. Ne laissez aucune zone de flou. Il faut jamais laisser une zone de flou. Parce qu'on perd la confiance, on doute de la fiabilité des chiffres, des reportings, etc. Ici. Mais toutes les situations sont compliquées. Oui. Que ce soit un manager de transition ou un recrutement externe, ou un parachutage ou autre, tout est compliqué. Donc il faut vraiment passer du temps avec le CODIR quand on a la chance d'avoir un CODIR. Parce qu'il y a aussi beaucoup de structures d'organisation où en fait il y a le dirigeant et puis il parle de façon épisodique avec les chefs de service ou les directeurs de service, mais il n'y a pas de COMEX ou de CODIR à proprement parler avec des séances de travail communes. Donc peut-être que là, ça peut être aussi une clé pour le manager de transition en disant, en place cette instance. Voilà, exactement. Il y a une instance de gouvernance, ok, c'est le fonds d'investissement et le dirigeant, et avec des administrateurs indépendants. Il n'y a pas d'instance de dirigeance. Mettons en place un COMEX, un CODIR, un COMOP, ce dont on a besoin. Et peut-être même une autre clé, c'est que si on voit que les membres du COMEX ne sont pas en mesure de comprendre exactement la vision de l'actionnaire, il faut les former. Parce qu'on forme aussi les membres du COMEX. C'est important. Il y a des prérequis avant d'être un membre de COMEX. Il faut prendre le costume. Il faut prendre le costume. Hein. Ouais. Il faut prendre le costume. Il faut occuper sa place parce qu'un COMEX, c'est important. D'autant plus quand on n'est pas tout seul. D'autant plus quand Une autre question sur le positionnement du manager de transition, mais là, c'est plutôt au début du LBO, quand on le met en place. Souvent, les fonds aussi demandent à être accompagnés sur la structuration, mais là, on voit qu'il y a quand même déjà une certaine maturité dans la volonté de construire quelque chose de stable et de bien installé. On nous relève ici que cela peut être assez déstabilisant pour l'équipe. Comment on le gère au mieux, ça, dans une phase où déjà l'équipe est déjà un petit peu chahutée? Non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Le meilleur moyen, je pense, hein, c'est que
c'est que ça soit instauré dès le départ du deal, en fait. Enfin, dès le... Oui, on sait, quand le deal se fera, il y aura un conseil. En fait, il ne faut pas hésiter, quitte à ce que ce ne soit pas le cas, Ouais. mais plutôt accompagner le dirigeant en amont de son deal en disant prépare ton équipe. On a la chance de pouvoir, si vous avez la chance de pouvoir accompagner un dirigeant avant le deal, de dire en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, prépare ton équipe pour qu'ils sachent qu'ils vont avoir de l'aide. Ouais. C'est pas un intrus, ils auront de l'aide. C'est du support, parce qu'il va y avoir du travail en plus. Il va y avoir du travail en plus. Nouveau. Parce que le but de tout ça, c'est d'emmener l'entreprise vers une croissance dynamique, accélératrice, etc. Donc, toi, en tant que dirigeant, prépare ton équipe à ce qu'ils aient de l'aide. Et à tout niveau de fonctions différentes. Enfin, je veux dire, on parle beaucoup du DAF, on parle beaucoup du DRH, mais ça pourrait être aussi la DSI, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de spécificité finalement sur les seules fonctions, à part la DAF qui est très à part dans le LBO, mais finalement, toutes les fonctions sont concernées. Toutes les fonctions de support d'une holding sont concernées. Et la DSI est un exemple extraordinaire. Si on est en pleine transformation, il y a les outils de gestion qui vont être perturbés, ou en tout cas beaucoup de nouveautés qui vont avoir des impacts sur les équipes opérationnelles. Ça lie à ça l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la compliance tout autour de ça. Donc il y a beaucoup de choses. Donc, et si jamais, dans le cas le pire cas, le dirigeant n'a pas prévenu son équipe et que le fonds n'a pas non plus vraiment communiqué sur le sujet, quand le manager de transition arrive, il faut effectivement qu'il provoque cette réunion. Il la provoque en disant « je suis là pour aider, je suis là pour supporter une étape importante ». Et d'ancrer aussi, je ne l'ai pas dit précédemment, mais quand on fait un planning de transformation, il ne faut pas hésiter à féliciter les réussites des étapes. Il n'y a pas que les réussites financières. J'ai structuré mon équipe informatique, j'ai structuré mon équipe RH, j'ai mis une équipe juridique. Ça doit faire partie des KPI, ça. Ça doit faire partie des KPI. Et l'encouragement, les étapes clés, fêter en fait toutes les étapes clés qu'il peut y avoir dans cette vie de LBO. Célébrer, exactement. Célébrer. Toujours une question sur le management de transition dans le cadre du LBO, c'est s'il y a des profils types, s'il y a des soft skills qu'il faut absolument avoir pour pouvoir aller travailler sur le LBO dans le cadre en plus encore particulier du manager de transition. Oui, il faut déjà avoir travaillé sur le LBO. Oui, ça s'improvise pas. Non, mais vraiment, je dis, moi j'ai fait 17 ans, chaque LBO est différent, chaque équipe de gestion dans un fonds d'investissement est différente, il y a beaucoup de soft skills, comme vous dites, donc plus on en a fait et mieux on est armé pour ce genre de situation. Donc le manager de transition, c'est aussi un médiateur dans beaucoup de situations. Mieux il connaît le monde de l'entreprise, mieux il connaît le monde des fonds, et plus il va réussir à trouver les bons mots pour rassurer les équipes ou rassurer le fonds quand il y a besoin aussi, parce que parfois ils ont effectivement besoin de dialoguer. Oui, ils sont entre les deux. Il nous reste un petit peu encore une dernière question qui est venue tout au début. Alors, je n'ai pas interrompu notre flux, mais c'est intéressant de revenir dessus parce qu'on a parlé beaucoup de la phase de clarification, une fois que le deal est signé. Et comment on clarifie et comprend le départ. Et c'est là qu'on a parlé de la feuille de route. C'est une question qui me paraît tout à fait pertinente. Est-ce que la feuille de route avec l'actionnaire, elle ne doit pas être définie avant la signature? Oui. Alors là, on parle d'un monde idéal. Là, on est... On est dans le monde idéal. Avant le deal, c'est la séduction. C'est un peu la séduction. Après, bon, il y a le deal, il y a un peu la lune de miel, et puis après, ça commence à être plus dur. D'accord ? Donc, en amont du deal, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohérence complète entre la vision du dirigeant, ou en tout cas son équipe dirigeante, et le projet de l'entreprise dans sa globalité, et ce qu'a envie de faire le fonds. En fait, il faut poser la question assez clairement au fond.
c'est quel est votre souhait d'impact à venir participer à notre aventure. Vous venez pourquoi? Parce que l'aventure est belle, parce que l'équipe est sympa, parce que les enjeux sont intéressants, etc. Ça, c'est important. C'est pour ça que je disais, il faut les écrire, ces fameux mots. Généralement, ils sont toujours d'accord. En amont du deal, j'ai rarement vu un fonds qui disait le contraire. D'accord. C'est pour ça qu'il faut se recadrer juste après. Pas hésiter. Ok. Pas hésiter. Ok. Oui, et ça peut bouger. Souvent, on le voit sur le premier budget, par exemple. On a une idée de comment on va transformer l'entreprise, on a une idée de ce que l'on veut investir, et puis on nous dit, bah non, mais là, les CAPEX, ça va pas, les OPEX non plus, les BITDA, ça va le ronger, vos dépenses en mécénat, philanthropie, sponsoring, etc., ça va pas. Bon, bah ça, on va balayer un peu ce volet sociétal parce que, etc., etc. Donc, non, faut reposer, il faut reposer les grandes étapes de la transformation avant même le premier budget. Okay. Et ben, voilà, c'est un bon conseil parce que une fois que le premier budget il arrive, il faut pouvoir dire ah mais non, on avait décidé que c'était comme ça. Ah non, on a dit qu'on faisait du partage de la valeur par exemple. On avait considéré que on avait cette ligne de conduite et que l'on tiendrait. Vous nous aviez effectivement proposé, en tout cas dans votre approche, que certaines de nos valeurs allaient être encouragées. Voilà. C'est juste je paie. Ouais. En fait, on ne peut pas faire de contrat. On n'a pas d'actionnaire, ok, mais on n'a pas de contrat un peu moral entre les partenaires. Donc, c'est important de le replacer. Voilà. Un grand merci, Sandrine. C'était passionnant. Merci pour vos questions. Merci d'être restée avec nous jusqu'à maintenant. Avant de nous quitter, je voulais juste vous annoncer qu'on va renouveler l'aventure Experience l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas si vous avez des thèmes en particulier qui vous tiennent à cœur, que vous voulez qu'on aille explorer pour vous. C'est le moment de nous en parler. Voilà, vous nous envoyez un petit message que vous avez l'habitude de le faire et on le prendra en compte au moment d'aller chercher des intervenants aussi éclairants que Sandrine pour vous accompagner également l'année prochaine. Petit rappel aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn. Voilà, on travaille des nouveaux contenus pour vous aussi, pour vous apporter un petit peu de lecture out of the box. Donc voilà, si vous voulez les suivre, c'est sur LinkedIn que ça se passe. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on a beaucoup de remerciements très sympathiques qui arrivent pour Sandrine. C'était un très beau moment. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous étiez très très bien. J'espère que c'est suffisamment enrichissant aussi pour toute votre communauté. Et puis surtout, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci à Déconcy et merci à tous et à toutes. Merci, très bonne journée et très bon long week-end.